бы своя публика, своя аудитория. Мы каждый раз с интересом ждем лекции Паскаля Кощи. Собственно, по-моему, он не нуждается уже в представлениях, тем не менее, для протокола Паскаль Кощи историк, представляет Sciences Po, известное вам высшее учебное заведение, престижное, авторитетное. В то же время он работает в посольстве, является атташе по университетскому сотрудничеству. Я рада еще сделать две презентации, два представления. У нас сегодня в гостях первый раз Элизабет Браут, заместитель советника по сотрудничеству и культуре, атташе по культуре и директор французского института в Москве. Говорит по-русски. И еще у нас еще один гость, и еще один французский историк Эммануэль Дрейфюс, который сидит вот там, он по-русски пока не говорит. Мы все знаем тему Паскаля Кощи, очень интересная лекция. Merci beaucoup. À vous la parole. Chère Olga, chère Tatiana, chers amis, d'abord un très grand merci pour votre invitation. Ça me fait d'autant plus plaisir que vous savez mon attachement à l'Université d'État de Moscou et plus particulièrement bien entendu à la faculté d'histoire avec laquelle j'entretiens des relations depuis longtemps. Et je crois que c'est extrêmement précieux. J'en suis d'autant plus heureux que nous sommes maintenant à la 4e édition d'un cycle de conférences que nous avons inauguré avec des personnes que vous appréciez, que nous apprécions. Nous avons accueilli ici Alain Gérard Slama, Pascal Perrineau, Jean-Pierre Descottes, qui sont venus tous présenter un thème d'actualité, c'est-à-dire le pari que nous faisons, c'est comment construire une analyse, comment comprendre les temps que nous vivons et qu'est-ce que les historiens ou les politologues ont à dire sur un événement en train de se faire. Et évidemment, cet exercice, je vais tenter de m'y atteler devant vous. J'avoue que j'ai de la chance. J'ai une chance extraordinaire parce qu'actuellement se déroule en France un événement que je vais essayer de qualifier, de caractériser, d'inscrire dans le temps long, de mettre dans un contexte, c'est le travail de l'historien. Cet événement, vous en avez entendu parler, je sais que dans beaucoup d'enseignements, dans beaucoup de séminaires en Russie, on s'interroge sur ce mouvement dit des Gilets jaunes. Donc je vais essayer, en tant qu'historien, pas politologue, et en tant qu'historien, de caractériser ce mouvement, ce phénomène. Qu'est-ce que cela signifie pour un historien que de travailler sur le trait contemporain alors que ce n'est pas son métier? C'est d'abord d'essayer d'établir les faits. C'est d'essayer de réunir des sources diverses, variées. Nous n'avons pas l'archive, nous n'avons pas le recul nécessaire. Néanmoins, aujourd'hui, nous pouvons posséder un certain nombre de témoignages, et c'est vrai qu'Internet, de ce point de vue-là, joue son rôle, un rôle extrêmement précieux, mais aussi, nous sommes des historiens, nous devons aussi critiquer nos sources, critique interne, critique externe, nous connaissons cela. Il faut aussi prendre peut-être à une certaine distance que nous permet une culture historique par rapport à des témoignages qui sont extrêmement multiples. Donc, que peut dire l'historien par rapport à un phénomène? C'est aussi le remettre dans un contexte long, un contexte court, mobiliser d'autres paramètres que nous allons emprunter à l'économie, à la sociologie, à la science politique, pour essayer de comprendre ce qu'il faut bien appeler un mouvement, je le disais d'ores et déjà, inédit, exceptionnel, nouveau. Donc comment l'historien, par rapport à l'expérience, peut-il caractériser un phénomène totalement nouveau? Première chose qui nous appartient, c'est d'établir les faits. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que les faits, parfois, n'émergent que tardivement. Ce mouvement naît assurément d'une protestation. Il est d'une protestation qui est liée, qui répond à une augmentation d'une taxe sur les carburants. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous le souhaitez, je vais parler, petite règle du jeu, pardon, je vais parler pendant 30-35 minutes, mais je crois qu'il sera beaucoup plus utile que vous posiez des questions, que nous puissions, si vous le souhaitez, aller plus profondément dans la réflexion et l'analyse. Ce mouvement naît d'une protestation à l'égard d'une taxe décidée au mois de septembre sur les carburants, une augmentation de 8%, ce qui était assez conséquent, dont l'objectif était d'être un outil dans la lutte contre la pollution automobile. Donc dissuader l'automobiliste de peut-être de prendre sa voiture ou de l'utiliser davantage.
Cette décision est prise en septembre. Alors, j'ai fait quelques petites recherches pour cette conférence. Dès le 10 octobre, il y a des appels à manifester, sur Internet principalement. Des appels à manifester, et la première manifestation, ou les premières manifestations que je constate, c'est à la fin du mois d'octobre. Donc vous voyez, il faut un mois où la protestation agit presque dans une caisse de résonance, presque un mouvement brownien. Il faut un mois pour qu'on assiste à des manifestations d'automobilistes ou de camionneurs, c'est-à-dire véhicules de transport qui sont évidemment concernés par cette hausse du carburant. Manifestation de camionneurs, 29 octobre, manifestation en Haute-Savoie, mais également, à l'époque, qui est relevée par la presse, plus importante, où on bloque l'entrée de certaines villes de Haute-Savoie, où on fait des ralentissements pour manifester ainsi son mécontentement. Dans d'autres départements, on signale également, ce 29 octobre, un certain nombre d'autres manifestations. Cet appel à manifester, il est sans doute annoncé, en tous les cas très relayé, très massivement, par ce que l'on appelle les réseaux sociaux. Alors vous les connaissez, Facebook, Twitter, avec la possibilité aussi de se filmer, comme maintenant, et de se retrouver sur Internet en appelant à protester. Très vite, il apparaît que deux personnes qui sont dans deux régions différentes souhaitent une protestation de grande ampleur, avec, d'ores et déjà, une caractéristique, mettre un gilet jaune. Ce sont deux femmes, l'une est dans l'Ouest, l'autre réside en Champagne, et ces deux personnes, on le sait par le comptage, notamment des visions de Facebook, ces deux personnes ont un discours qui se rejoint pour appeler à protester et à manifester avec une date qui va s'imposer à la fin du mois d'octobre, le 17 novembre. Le 17 novembre, c'est-à-dire un samedi. Je reviendrai sur la question du samedi. Manifester où? Sur les ronds-points. Chose intéressante, on passe à un changement de mode de protestation, c'est-à-dire que ce n'est plus les automobilistes qui vont bloquer les centres-villes ou ralentir la circulation, qui est finalement une protestation assez classique, à autre chose qui est d'occuper ces carrefours que l'on trouve à l'entrée des villes. Donc ce sont des automobilistes qui vont descendre de la voiture, qui vont s'installer et résider pendant un certain temps, occupés avec un gilet jaune, c'est le troisième élément, le samedi, les ronds-points, un gilet jaune. Pourquoi le gilet jaune? Parce que tout automobiliste doit posséder un gilet, c'est un élément de sécurité pour être vu. Et ça aussi, c'est un élément important, c'est une protestation qui, maintenant, ne se contente pas de gêner la circulation, c'est une protestation qui souhaite être vue, visible, pour interpeller le gouvernement. Le samedi. Le samedi, c'est un élément important parce que d'abord, c'est un jour où une grande partie de la population ne travaille pas. Donc nous ne sommes pas dans une logique de grève. Nous ne sommes pas dans une logique où on va arrêter le travail pour protester. C'est vrai qu'il est difficile de faire une grève contre un impôt. On reviendra sur la question de l'impôt. Mais cela signifie que ce sont des personnes qui ont un travail régulier dans la semaine et qui choisissent le samedi, le samedi est un jour de forte circulation, parce qu'on va faire ses courses, parce qu'on transporte ses enfants pour aller faire du sport, parce que sur la carte de France, il y a beaucoup d'automobiles. Le samedi est un jour où il y a la possibilité de se libérer pour manifester et d'être vu par les autres automobilistes, et donc espérer ainsi agréger d'autres manifestants. Donc ce n'est pas une grève. Les ronds-points. Les ronds-points, ce sont des carrefours, ce sont des lieux. Alors, il n'y en a pas à Moscou, enfin assez peu, je crois. Je ne dirais pas que c'est une particularité française, c'est né en Grande-Bretagne, ce système. C'est-à-dire, à chaque carrefour, vous vous installez un terre-plein, n'est-ce pas, qui est inoccupé, qui ne sert strictement à rien, mais qui oblige les automobilistes à faire un tour, c'est-à-dire de ralentir pour changer de direction. C'est un espace
principalement vide, mais visible. Donc tout le monde voit. Toute personne qui passe sur une route voit le rond-point. Donc un espace visible. C'est un mouvement assurément d'automobilistes. C'est un phénomène qui concerne essentiellement les automobilistes. L'essence, le mode de protestation, pas de problème, on est tout à fait dans cette logique. Il y a une cohérence, le port même du gilet jaune, il y a une cohérence, c'est-à-dire une protestation d'automobilistes contre une hausse significative de carburant. Point. Ça, c'est le 17 novembre. La mobilisation connaît un certain succès. Alors, il y a une bataille de chiffres, on reviendra sur la question des chiffres, parce que là aussi, il y a toute une histoire sur les chiffres des manifestants. Est-ce que le chiffre est un indicateur ou pas? Mais on peut considérer que c'est un succès parce que, finalement, alors qu'aucune organisation, aucun parti, aucun syndicat n'a appelé à manifester, donc c'est un phénomène presque spontané, je dis bien presque spontané, cela va mobiliser, selon les chiffres que l'on obtient aujourd'hui, entre 300 000 et 500 000 personnes. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Bien sûr, il y a eu des manifestations de plus de 1 million de personnes. On l'a déjà connu dans notre histoire. Et 500 000 personnes, ce n'est pas rien, d'autant que ce mouvement concerne toute la France. Je crois que ce qui est le plus intéressant, c'est qu'au soir du 17 novembre, on a une carte de France jaune. Il y a eu des rassemblements partout en France. Partout. Alors, quand je dis partout, attention, il n'y a pas des ronds-points partout. Il n'y a pas de ronds-points dans les centres-villes. Et les centres-villes, dans un premier temps, sont peut-être les grands absents du mouvement. C'est un mouvement qui va toucher les villes à leur périphérie, dans les endroits peut-être même plus reculés, parce que des ronds-points, vous en avez dans les campagnes. Et quand on regarde la carte de France, ce n'est pas la France urbaine, ce n'est pas la France de l'Ouest, ce n'est pas la France de l'Est, c'est l'ensemble du pays, quel que soit, je dirais, le caractère urbain ou rural, et surtout, il n'y a pas de caractère régional. Je dis cela parce qu'il y a eu un autre mouvement, quelques années plus tôt, je crois en 2013, que l'on appelait les bonnets rouges. Est-ce que vous avez entendu parler des bonnets rouges? Eh bien, c'est un peu la même chose. Mouvement de protestation contre une taxe. Automobilistes et essentiellement camionneurs, poids lourds. Donc il va y avoir un mouvement de protestation dont le signe de reconnaissance n'est pas un gilet jaune, mais un bonnet rouge. Et ce mouvement va réussir. C'est-à-dire qu'il va empêcher la mise en place d'un système de taxes qui devait toucher principalement les camions. Mais ce mouvement, il s'est très vite singularisé à l'ouest, et il y a eu presque une équation entre le mouvement des bonnets rouges et la Bretagne. Pour des raisons historiques, c'est que je crois, j'ai oublié la date, je me tourne vers Emmanuel, mais la révolte des bonnets rouges date du XVIIIe siècle. C'est au XVIIIe siècle qu'effectivement, il y a eu dans l'histoire française un mouvement de rébellion, de révolte contre la taxe en Bretagne, avec comme étendard, comme moyen de reconnaissance, un bonnet rouge. Donc, ce mouvement de protestation automobiliste qui se retrouve avec un signe distinctif, on en a déjà eu un peu avant, 5 ans avant, et qui a obtenu satisfaction. Donc, ce mouvement des Gilets jaunes n'est pas aberrant, sauf que sa singularité, c'est de toucher toute la France, et pas simplement quelques camionneurs venus de Bretagne ou d'autres professions touchées par la hausse des carburants. Est-ce que ce mouvement de protestation du samedi 17 novembre donne d'autres indications, notamment sociologiques? Car la protestation, on se pose la question, la protestation, c'est davantage le fait de salariés. La grève, traditionnellement, touche les salariés, les employés. Autrefois, on aurait dit le monde ouvrier. D'autres formes de protestation ont touché les agriculteurs. Et toutes les années 70, 80, 90, il y a eu des protestations fortes contre la politique agricole, avec des manifestations parfois violentes d'agriculteurs. Toute l'histoire contemporaine française en est émaillée. Donc est-ce qu'on est en mesure d'évoquer une sociologie quelconque au soir du 17 novembre concernant ces manifestants?
Évidemment, ce n'est pas simple du tout. Et là, je pense qu'il faudra travailler sur savoir qui sont les gilets jaunes. Qui sont les gilets jaunes. Quelques éléments. Quelques éléments. Un, ce sont des actifs, des personnes en activité, qui sont rejoints par des retraités. Les images que l'on voit montrent toujours deux catégories, des personnes en âge d'activité et des personnes plus âgées. L'autre élément, c'est dans le discours, je reviendrai sur les revendications qui vont se développer, c'est qu'à l'évidence, il s'agit de personnes qui sont définies de classe moyenne, pauvre, puisque un des éléments, nous y reviendrons dans un deuxième temps, un des éléments de la revendication va être l'augmentation, on va passer de la revendication sur l'augmentation du prix de l'essence, on va passer à une autre revendication qui est celle des salaires ou des revenus. Et notamment avec une phrase qui reviendra très régulièrement encore jusqu'à aujourd'hui, les fins de mois difficiles. C'est un vocabulaire des Gilets jaunes, c'est un élément essentiel, les fins de mois difficiles. Il y a quelque chose qui est frappant, pendant les 15 semaines que dure ce mouvement, cette phrase revient régulièrement avec des exemples. Comment voulez-vous que je puisse finir le mois avec 750 € par mois ? Au 15 du mois, je n'ai plus assez d'argent pour payer, etc. Et ça, c'est un des arguments qui va revenir de façon très nette et très régulière dans le mouvement des Gilets jaunes. Comment qualifier ce mouvement? Comment qualifier ce mouvement qui va durer 15 semaines? Énorme. Je reviendrai sur la durée. Mais comment le qualifier? Très vite, deux mots vont s'imposer. Deux mots. On va parler d'abord de jacquerie. Est-ce que vous connaissez ce terme de jacquerie? Jacques. Qu'est-ce que c'est que le jacquerie? Révolte spontanée de paysans. Pour le grand public, on va dire, voilà, la jacquerie, c'est la révolte spontanée de paysans. Et effectivement, ce n'est pas tout à fait faux, dans la mesure où on a le sentiment, je dis bien le sentiment, que cette géographie n'est pas la géographie des centres-villes et des banlieues. Est concernée une France, on va retrouver un autre mot, une France qualifiée de périphérique. Pourquoi périphérique? C'est le terme qui a été utilisé il y a 6 ou 7 ans par un géographe, qui s'appelle Christian, j'ai oublié son prénom, Christophe Guilly, avec un livre qui a eu un succès, qui se focalisait sur une sorte d'analyse sociologique géographique sur les Français qui ne vivent pas dans le centre-ville et qui ne vivent pas dans la banlieue immédiate, c'est-à-dire les Français qui vivent dans des villes moyennes, qui vivent dans un halo de 50-60 km des centres-villes, et également toute cette France qui reste rurale, c'est-à-dire qui n'est pas concernée directement par l'urbanisation. Et donc, on a très vite entendu parler d'une jacquerie qui concernerait principalement cette France périphérique. Deuxième mot qui est arrivé, populisme. Alors là, populisme, ça renvoie à quoi? C'est un mot à la mode. Je dis à la mode sans critique. C'est un mot que l'on a vu surgir dans le vocabulaire politique il y a une dizaine d'années à peu près. Ce mot, on l'avait un peu oublié. Le mot populisme, Jean-Pierre Descotes, qui est venu ici, a fait un article tout à fait intéressant sur l'origine du mot populisme. Mais je n'ai pas le temps d'expliquer, mais populisme renvoie à une notion parfois négative du peuple, c'est-à-dire des formes de protestation qui sont plutôt de l'ordre corporatif, fermé. La réalité historique est tout autre. Mais le mot populisme désigne justement le mauvais élève de la classe de la protestation. Ce mot est ressorti dans le vocabulaire politique depuis 10 ans. Cela renvoie dans l'histoire de France, récente, contemporaine, à d'autres mouvements. Je pense, et les historiens le connaissent, au mouvement Poujade. On en parlait hier avec Emmanuel, c'est que personne n'a parlé de poujadisme. Or, le grand mouvement populiste de la 4e République, qui s'est transformé ensuite dans les urnes par un parti politique, dont je rappelle que Jean-Marie Le Pen est issu, j'avais oublié que Jean-Marie Le Pen est issu du parti, le premier élu, le Benjamin de l'Assemblée, de la dernière législature de la 4e République, c'est Jean-Marie Le Pen, élu sur la liste du parti de Poujade. Donc le mouvement poujadiste a été un mouvement de protestation antifiscale, pareil, qui est né quelque part dans le sud-ouest de la France,
Saint-Cerf, je crois, dans le Lot, et qui a essaimé de façon invraisemblable, ce qui montre bien que ce phénomène peut parfaitement se propager sans les réseaux sociaux. Tous les gens qui sont en train de nous dire, nous expliquer, ça je suis prêt à les défendre, que c'est grâce aux réseaux sociaux que ça ne marche pas. Parce que le même phénomène s'est totalement répandu de la même façon, sans qu'il y ait Twitter, etc., etc. C'était encore l'époque où on prenait le téléphone, il fallait commander un appel téléphonique au standard. Donc, je dirais que le poujadisme, ce type de révolte poujadiste, ça l'historien le connaît, ça a déjà existé dans l'histoire et l'histoire récente. Le mot populiste. Le mot poujadisme ne fait pas partie du vocabulaire. Il y a eu, depuis Poujade, années 50, d'autres mouvements similaires que l'on a un peu oubliés, notamment le mouvement de Gérard Nicou dans les années 70. Mais ce mouvement aussi a fait long feu. Donc on peut considérer que, oui, bien sûr, le mouvement des Gilets jaunes ressemble à ces mouvements antifiscaux de protestation, mais il y a une différence quand même très nette, et ça je veux le dire tout de suite, c'est que la différence du mouvement Poujade ou du petit mouvement Nicou, le mouvement des Gilets jaunes n'a pas de leader. Il n'y a pas de leader. J'y reviendrai, il y a davantage des orateurs, des gens qui prennent la parole, mais il n'y a pas de leader, parce que dans son évolution, le mouvement des Gilets jaunes exprime une forte défiance à l'égard de la politique. Alors ce mouvement du 17 novembre, il va durer. Il dure depuis maintenant de 3 mois et demi. Et à l'évidence, ce n'est pas encore tout à fait terminé. Donc il a une durée dans l'histoire. Ça y est, il est inscrit. Ce n'est pas simplement un phénomène feu de paille. 3 mois et demi, c'est considérable. Je prends un exemple qui n'est peut-être pas, qui n'est pas justifié, mais qui a été utilisé. Le 6 février 1934, que les historiens de la France connaissent, c'est une journée, en réalité c'est un peu plus. L'effet du 6 février, les conséquences politiques du 6 février sont considérables. Considérables. C'est l'avènement du Front populaire. C'est aussi la radicalisation à gauche comme à droite de l'espace politique français. Mais ça dure qu'une journée. Que va donner un mouvement qui dure depuis 2-3 mois et demi, quand on voit qu'un événement court, brutal, encore que, bon, il y a des morts certes, mais a eu des conséquences politiques aussi violentes, bien sûr dans un contexte très particulier, on peut se demander ce que pourra avoir, et ça personne ne le sait, pourra avoir comme conséquence le mouvement des Gilets jaunes. Donc une grande durée. Avec une particularité aussi, et ça c'est nouveau, c'est ça que je dis que c'est un phénomène inédit, c'est le caractère hebdomadaire du rendez-vous. C'est le caractère hebdomadaire. Quand vous avez une protestation, elle dure, première journée, deuxième journée, troisième journée, et puis c'est comme la grève. La grève, on n'arrête pas la grève aujourd'hui, on ne va pas la reprendre demain. Petite remarque. Ce caractère hebdomadaire n'est pas nouveau. Ce caractère, plus exactement, le rendez-vous de protestation n'est pas nouveau. On l'a connu il y a 1 an avec les grèves de la SNCF. La SNCF, vous savez ce que c'est les chemins de fer, qui avait décidé, un mouvement revendicatif des cheminots, qui avait décidé de faire non pas une grève permanente, comme ça se fait traditionnellement, mais de faire une grève partielle. 3 jours par-ci, 3 jours par-là, 2 jours par-ci, etc. Pour désorganiser l'ensemble du système. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui est en train de créer finalement un nouveau mode de protestation, du moins une nouvelle utilisation du temps de la protestation. Donc, ce rendez-vous hebdomadaire est certes inédit, mais je dirais inédit, juste, il y a eu un petit ballon d'essai quelques mois auparavant. Alors, une répétition avec une évolution générale qui a plusieurs caractéristiques. Qu'est-ce qui a évolué? Puisqu'on a une durée maintenant, qu'est-ce qui a évolué? D'abord, la première chose qui me frappe quand je regarde, notamment tout ce que l'on trouve sur Internet, je n'ai pas tout regardé, des millions de sources, de témoignages, c'est extraordinaire. Moi, ce qui premièrement m'a frappé, c'est l'évolution des revendications. Il y a eu une évolution des revendications. On est parti d'abord, revendication contre une taxe. Très vite, dans le deuxième temps,
il y a un autre mot qui est apparu, le mot référendum. Donc les revendications, très vite, se sont axées, si je puis dire, sur deux mots, taxe et référendum. Taxe, tout d'abord. Contre la taxe, c'est devenu progressivement contre l'impôt injuste. Autre formulation, cette fois-ci peut-être plus connue, revendication pour une meilleure justice fiscale. Vous voyez que l'on voit les choses s'élaborer déjà sur un contenu déjà beaucoup plus politique. Ce n'est pas la même chose de dire je suis contre un impôt nouveau et de dire je suis pour une nouvelle justice fiscale. Je ne vais pas faire d'analogie, et justement parce que si c'est inédit, il ne faudrait pas en faire. Mais quand même, je pense à 89, 1700. On commence sur une question d'impôt. Je ne suis pas content de payer mes impôts là parce que c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Et puis progressivement, on arrive aux États généraux quelques mois plus tard et on commence à dire qu'il faut revoir complètement le système de l'impôt. Ce n'est pas la même chose. Donc on voit bien que progressivement, de la notion de taxe, se construit un discours beaucoup plus politique, celui-là, sur la notion de justice fiscale. Le référendum. Alors évidemment, ça c'est intéressant, ce mot-là. Le référendum, il y a, je crois que c'était dans la deuxième semaine de mémoire, interview, entretien à la télévision, journaliste arrive, caméra, qu'est-ce que vous voulez? On veut, c'est un monsieur, on veut un référendum. Le journaliste dit, mais vous savez ce que c'est qu'un référendum? C'est une question posée, voulue par le pouvoir exécutif ou le législateur, selon le principe de la Constitution. On pose une question, on répond par oui ou par non. Et en fonction de la réponse, une loi nouvelle ou pas. Donc le journaliste dit, mais un référendum sur quoi? Je ne sais pas, un référendum. C'est là que ça devient intéressant. C'est quand je ne sais pas un référendum. Pourquoi? Pourquoi c'est pas le cas? C'est le mot, évidemment. Parce que dans la culture politique française, référendum, ça a un sens quand même très particulier lié à une expérience. Le référendum, je vous le rappelle, est introduit dans la Constitution de la Ve République, adoptée en 1958. Une grande partie des pouvoirs politiques, des partis politiques qui étaient opposés parce que l'idée du référendum renvoyait à cette notion de plébiscite, donc de lien personnel entre le peuple et le chef, confère le Second Empire. Donc cette notion de plébiscite ou de référendum, vous remarquerez que le général de Gaulle n'a pas choisi le plébiscite, cette notion de référendum a mauvaise presse. Mais les Français s'y sont acclimatés. Il y a eu plusieurs référendums, notamment au moment de la guerre d'Algérie, et surtout, il y a un référendum important, 1969. Et dans la culture ou l'imaginaire politique du pays, c'est un référendum essentiel et qui correspondait plus à l'esprit qu'à la lettre du référendum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que De Gaulle, après les événements de mai 68, pose une question, pas tout de suite. Ça veut dire qu'il s'est assuré qu'il y avait une majorité. Bon, peu importe, c'est pas ça qui est intéressant. C'est que De Gaulle pose, non pas une question, mais soumet un projet de réforme constitutionnelle, réforme qui était une réforme de bon sens. Il y a des points sur la décentralisation, la réforme du ça, peu importe. Mais ce n'est pas la question qui a intéressé les électeurs. Ce qui a intéressé, ce qui s'est passé en 1969, c'est que ce référendum est devenu non pas une réponse à une question, mais à un choix pour ou contre De Gaulle, un plébiscite sur l'homme. Et De Gaulle l'avait annoncé déjà. Si le non triomphe, je me retirerai. Et le non a triomphé. Conforme à la parole donnée, le général de Gaulle a démissionné de la présidence de la République. Donc, quand cette personne, nous sommes donc le 27 ou 28 novembre, je calcule mal, dit « je veux un référendum », qu'est-ce qu'il dit? Je ne me mets pas à sa place. Il ne cherche pas, il ne demande pas à répondre à une question,
Il veut rejouer, et c'est là que ça devient compliqué, notamment sur le plan politique, il veut rejouer l'élection de 2017. Et vous allez voir ici une évolution aussi de la, je dirais, de la revendication politique qui va prendre une autre forme, évidemment, de contestation du pouvoir, et notamment du pouvoir exécutif. Oui, rejouer l'élection de 2017, le référendum, ce n'est pas une révision, ici, ce n'est pas dans une logique de révision institutionnelle qu'elle est demandée, mais bien au contraire, déjà poser la question de savoir si l'interlocuteur au niveau du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif est le bon. Le mouvement continue, deuxième, troisième semaine, et là on assiste à un phénomène d'exaspération politique. On est passé de la protestation à l'exaspération politique. Avec, et cette exaspération va marteler finalement chaque mouvement, chaque semaine de protestation pendant tout le mois de décembre et pendant tout le mois de janvier. Exaspération avec principalement deux cibles. Cible privilégiée, le président de la République. Deuxième cible, et ça c'était plutôt assez inattendu, les journalistes. Sans générique. Le président de la République. Et là, il faut revenir peut-être à un temps plus long, et c'est là que l'histoire peut peut-être nous aider. Emmanuel Macron a été élu il y a 2 ans à peine, 2017. Mai 2017. Le phénomène d'exaspération à l'égard d'un chef de l'État, ce n'est pas nouveau, on l'a connu. On a même employé ce mot d'exaspération à l'égard, notamment, du président Valéry Giscard d'Estaing, qui a été battu en 1980, alors qu'un président sortant, normalement, a une chance forte d'être reconduit. Regardez les élections américaines. On a parlé d'exaspération, mais dans la dernière année du septennat, c'est-à-dire au bout de 6 ou 7 ans, on voit son électorat, les sondages le montrent, s'effondrer. On a pu parler d'exaspération à l'égard du président Sarkozy, qui effectivement a montré que voilà, cette exaspération s'est transformée aussi dans un échec électoral. Mais là, exaspération apparemment forte, au bout de à peine 2 ans de mandat, c'est assez exceptionnel. Alors là, il faut peut-être replacer quand même cette question dans un temps beaucoup plus long du politique, avec un processus qui a été assez bien décrit, d'ailleurs par Pascal Perrineau, qui est venu ici, déjà il y a une quinzaine d'années par un historien que vous connaissez, qui est René Raymond, et qui constate un phénomène d'érosion du politique. Il y a un phénomène dans ce pays, pourtant la France, très sensible aux politiques, je dirais même qu'il y a une passion du politique en France. Et bien là, on s'aperçoit qu'il y a une sorte d'érosion du politique constatée par notamment une croissance de l'abstention à tous les scrutins, et en particulier au scrutin présidentiel, qui a toujours été l'élection reine, qui pose quand même un certain nombre de questions aujourd'hui. Je reprendrai ici la remarque de Pascal Perrineau. Aujourd'hui, 2 tiers des Français, de l'électeur français, 2 tiers des Français sont soit dans l'indifférence, je ne vote pas, ça ne m'intéresse pas, ou dans la protestation, dans l'exaspération, c'est-à-dire voter pour des partis qui n'iront pas au pouvoir et qui sont dans l'opposition radicale. Essentiellement Front National devenu Rassemblement National, ou éventuellement Parti communiste, France Insoumise, ou donc vers les partis de gauche et de droite, hors champ, je dirais, hors champ gouvernemental. 2 tiers des électeurs. C'est énorme. Ça veut dire que l'on rétrécit à 1 tiers des électeurs, finalement, et le corps électoral qui souhaite jouer le jeu de la démocratie représentative avec la capacité d'agir au niveau politique, c'est-à-dire au niveau des institutions, par accès aux institutions. Donc c'est déjà, c'est énorme. Je reviens, du coup, cette érosion, elle n'est pas nouvelle, elle ne date pas d'Emmanuel Macron. Elle est constatée, je dirais, depuis 25 ans de façon très régulière.
Prenez quand même les dernières élections présidentielles. C'est quand même... J'ai oublié le nom de ce jeu. Dans les fêtes foraines, autrefois, on mettait des figures, on prenait des balles de son, et voilà. Je dirais que maintenant, le chamboule-tout, merci. Les élections présidentielles deviennent un véritable chamboule-tout. Regardez, Nicolas Sarkozy, président sortant, quinquennat, donc on n'est pas sur la logique longue du septennat, échoue à sa réélection. C'est déjà quelque chose d'assez exceptionnel. Pire, François Hollande, dont le taux d'impopularité, sondage oblige, est tel qu'il ne peut pas se représenter. Il est sûr d'aller. Donc on est sur des logiques quand même politiques qui sont extrêmement nouvelles. Alors qu'avant, le leader d'un parti qui s'imposait, une sorte de temps long du politique, permettait de faire monter, parfois à coup de coude, François Mitterrand, mais quand même, faire monter un leader qui devait rassembler autour de lui une grande famille politique. Là, ce n'est plus le cas. Donc, on se retrouve évidemment avec l'élection de 2017, qui elle-même a réservé quand même pas mal de surprises. Un président de la République sortant qui ne se représente pas, les sondages qui donnent favori François Fillon, candidature dynamitée à partir du mois de janvier, et arrive quelqu'un de pratiquement inconnu. Je dis pratiquement, je n'ai pas envie d'enlever pratiquement. Honnêtement, je ne sais pas si beaucoup de Français connaissaient le nom d'Emmanuel Macron, qui était pourtant au gouvernement de François Hollande, dans les années précédentes. Et ce qui est intéressant, ce sont les scores. Et là, la question de l'érosion, on la sent. Dans une logique, je ne peux pas trop développer ça parce que je quitte un peu mon sujet, encore que, dans une logique où, depuis maintenant, le fameux deuxième tour entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, le fait que les partis protestataires, et notamment le Rassemblement national désormais, avec un socle électoral conséquent de 20%, peut-être 25% inscrits, est quasiment sûr désormais d'arriver au second tour. Mais il est certain, parce qu'elle le rappelait, Marine Le Pen ne sera jamais élue dans une configuration majoritaire à deux tours. Donc il suffit de gagner le premier tour pour gagner les élections. Si vous êtes premier au premier tour, je ne parle pas de Marine Le Pen, je dirais le premier ou le deuxième, après Marine Le Pen, a gagné. Et rappelons-nous l'élection de Jacques Chirac, autrefois, dans la deuxième élection, et c'est ce qui s'est passé en 2017. Emmanuel Macron a 18,7% des inscrits, parce que le taux d'abstention atteint des records à l'élection présidentielle, avec 18,7% des inscrits, est élu de fait des premiers tours président de la République, indépendamment du deuxième tour. Donc, dès le début, tout ça pose quand même un problème de la représentation. Et je ne parle pas des législatives, parce que le taux d'abstention dans certaines circonscriptions législatives a eu des records incroyables pour des élections à l'Assemblée nationale, avec plus de 60-70% d'abstention. Énorme. Énorme. 60% au premier tour dans certaines circonscriptions, c'est considérable. Considérable. Donc, le chamboule-tout n'est plus simplement un choix, c'est aussi le fruit du hasard, presque. Je dirais, on lance les dés, on voit ce qui tombe. Et dans ce schéma, évidemment, nous ne sommes pas dans une très grande sérénité politique, et tout cela contribue à accentuer l'érosion. Les géologues et les géographes le savent. Une fois que l'érosion a commencé, elle va de plus en plus vite. Elle ne ralentit jamais, au contraire. Elle n'a même pas la même vitesse. À cela s'est ajouté évidemment un contexte politique récent compliqué, l'affaire Benalla, à partir du mois de juillet, à partir du mois de mai, qui a traîné pendant tout l'été, qui a contribué à écorner l'image du président de la République. Il y a eu également des démissions de ministres spectaculaires. Nicolas Hulot, des démissions un peu emblématiques du nouveau gouvernement. Nicolas Hulot pour l'écologie, et surtout Gérard Collomb, comme ministre de l'Intérieur, c'était inattendu. Donc là, il y a à un moment donné une sorte de volatilité de la politique et même du pouvoir qui interroge. Et tout ça arrive pratiquement en même temps. Et si j'ajoute à cela, je dirais les 2 années presque qui se sont écoulées,
il est évident que la politique gouvernementale n'a pas été tendre non plus avec ce qu'on appelle les collectivités locales. Moi, je me souviens, c'était en octobre-novembre 2017, la protestation de l'Association des maires de France. Il y a un rapport à l'État et aujourd'hui une sorte de dislocation du tissu traditionnel, historique, des communautés locales qui aujourd'hui posent question. Ce n'est pas le fait d'Emmanuel Macron ou de son gouvernement, bien sûr que non. Mais il y a un processus à la fois de concentration voulu par les administrations au profit de mieux gérer les communes ou de mieux avoir plus de moyens pour investir dans des équipements publics, mais en faisant fusionner des communes, donc en faisant disparaître des communes, qu'est-ce qui se passe? On fait disparaître aussi le tissu local de la politique. Si j'ajoute l'Europe par-dessus, on voit bien qu'à un moment donné, il se passe quelque chose au niveau de la géographie administrative et historique locale qui organisait la vie politique, qui est en train de se bouleverser complètement. Comment voulez-vous? Moi j'ai un autre exemple, avec le remembrement des régions. Vous savez, il y avait des régions. Enfin, il y a toujours des régions en France. Les régions, je ne dis pas traditionnelles, mais qui avaient des noms traditionnels, liés aux anciennes provinces, ont disparu. La Picardie disparaît, associée à ce que l'on appelait, qui s'imposait, le Nord-Pas-de-Calais, Flandre, Hainaut, Artois, etc., associé, et ça s'appelle désormais Hauts-de-France. Et là, il y a eu une très belle caricature, je crois que c'est dans Le Monde, je ne sais plus où on avait une carte de France avec les Hauts-de-France, et la région en bas, on l'appelait la France d'en bas à gauche. Ça nous faisait rire. Mais maintenant, on peut se poser la question, sur le plan politique, comment les populations, cette fameuse France périphérique qu'on évoquait tout à l'heure, comment cette France le ressent, à commencer par les élus locaux aussi, qui à un moment donné se sentent démunis. Je pourrais multiplier les choses, mais les éléments là-dessus, mais je ne voudrais pas. Deuxième catégorie de personnes visées par le mouvement sont les journalistes. Ça, c'est intéressant. Là, c'est même violent. Il y a eu notamment à Paris, il y a eu à un moment donné des manifestations avec volonté d'entrer dans les locaux de certaines télévisions. Alors, ce n'est pas nouveau. La haine du journaliste, l'application du journaliste, appelez ça comme vous voulez, ce n'est pas nouveau. Vous savez, dans les années 50, 60, 70, l'épithète « la presse bourgeoise » était quand même très répandue. Donc, détester le journaliste parce qu'il est proche du pouvoir est quelque chose que l'on retrouve quand même très souvent dans l'histoire politique française. Si je prends l'élection de 1980-81, François Mitterrand, je me souviendrai, enfin ceux qui ont connu cette période, se souviennent que les premiers noms qui ont été lancés par la foule qui se pressait à Paris et ailleurs, c'était Abba El-Kabash, Abba les Duhamel. C'était les présentateurs vedettes, accusés, à tort, raison peu importe, mais accusés par la foule d'être complices du pouvoir, le fameux pouvoir giscardien. Donc ce n'est pas tout à fait nouveau. Par contre, ce qui est quand même nouveau, c'est aussi quand même les modalités de la presse. La presse a changé. Les télévisions, ce n'est pas toutes les télévisions qui sont ciblées par les protestataires. Ce sont les chaînes qu'on appelle les chaînes de médias continus, non, les chaînes d'information continue. De façon un peu méchante, que j'appellerais les chaînes d'information industrielle. On fabrique de façon industrielle de la pseudo-information, où le débat devient de l'information. Donc ce sont ces chaînes-là qui sont particulièrement visées parce qu'elles sont le relais, volontaire ou involontaire, du phénomène gilet jaune. La presse écrite, j'ai noté qu'elle a été aussi attaquée. Un journal comme Ouest France, les locaux de Ouest France ou du Sud-Ouest, du Midi Libre ont été attaqués, les journaux brûlés, parce que les gilets jaunes, vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne touche pas simplement à l'institution politique ou à l'institution administrative, et puis notamment où la préfecture a été attaquée, mais à Dijon aussi, on n'en a pas parlé. C'est tout un ensemble qui est ainsi volontairement, violemment attaqué. Politique, journaliste, c'est quand même deux catégories tout à fait originales. Et donc j'en viens à la violence. J'en viens à la violence parce que c'est l'autre élément de l'évolution du mouvement des Gilets jaunes, qui apparaît très vite. Violence. La violence, elle naît d'abord des conditions
gestion de la protestation. Je rappelle le mouvement automobiliste sur des routes dangereux. Et très vite, on a parlé de morts, du fait d'accidents de voiture. 11 morts. Donc c'est un mouvement qui a ses victimes. Récemment, il y a eu toute une polémique autour de la commémoration d'une victime. Mais le fait de protester au milieu de routes, voire d'autoroutes, c'est dangereux et effectivement, il y a eu 11 morts. Donc déjà par sa nature, le mouvement s'est trouvé violent et bien entendu de très nombreux blessés. Mais à partir de la deuxième semaine et surtout la troisième semaine, la violence, de façon médiatique, s'est concentrée, si je puis dire, dans les centres-villes et en particulier à Paris. Ce sont les images parisiennes et j'imagine que ce sont les images que vous avez vues en premier. Vous n'avez certainement pas vu à la télévision russe les images des ronds-points, vous les avez vues après. Les premières images que vous avez dû voir, c'était les images, les Champs-Élysées, les types avec leur casque noir, les gilets jaunes, on lance des choses, de la fumée, des grenades, etc. etc. C'est ce que l'on a vu. Champs-Élysées. Effectivement, le mouvement des gilets jaunes a investi, partie de la périphérie, il a investi les centres-villes, et notamment les Champs-Élysées. Ça, c'est intéressant, les Champs-Élysées. Parce que ce n'est pas le centre-ville de Paris. Pour ceux qui connaissent un peu Paris, les Champs-Élysées, c'est un endroit touristique. Et dans la deuxième partie des Champs-Élysées, il n'y a rien. Il y a un joli parc. Ce n'est pas un endroit où on proteste. Il y a eu des manifestations célèbres, 11 novembre 1940. C'était une autre époque. Et ce n'est pas un lieu traditionnel de manifestation, parce que cette époque, ce n'est pas un lieu non plus de centre-ville, où il y a du monde qui passe. Les lieux traditionnels sont les grands boulevards de l'Est, Bastille, République, Nation, d'Enfer Rochereau, le boulevard Raspail. Là, il y a du monde, c'est bien. Les Champs-Élysées, il n'y a personne, il y a des touristes. Vous n'avez pas protesté devant des touristes, ce n'est pas les touristes. Sauf que, en bas, il y a deux choses. D'une part, pour quelqu'un qui ne connaît pas Paris, on peut considérer que les Champs-Élysées, c'est le centre. C'est là où il y a les défilés du 14 juillet. C'est là où il y a le Tour de France qui se termine. Donc les Champs-Élysées, quelqu'un qui ne connaît pas Paris, ne sait pas où se trouve le boulevard Voltaire. Mais les Champs-Élysées, ça on sait où c'est. C'est symbolique. Et peu importe si c'est le lieu, c'est pas le lieu idéal pour manifester sa protestation. Donc rassemblement informel, un mouvement informel qui va se réunir sur les Champs-Élysées. Et l'autre élément, c'est en bas des Champs-Élysées. En bas des Champs-Élysées, vous avez quoi? Vous avez le palais de l'Élysée. Et là, on retrouve l'exaspération contre le chef de l'État. Avec cette, à un moment donné, ce soi-disant tentative de prise de l'Élysée. Invraisemblable. Mais peu importe. Donc les Champs-Élysées sont évidemment un symbole. Et l'autre élément, c'est évidemment la violence, le lieu et la manifestation de la violence. Alors là, je pense qu'il faudra encore un peu de temps pour qu'on comprenne aussi les étapes, le millefeuille de cette violence. Il est évident que le mouvement Gilets jaunes est un mouvement très informel. Regardez les images. Il n'y a pas de défilé. Les gens déambulent, marchent, indépendamment des uns des autres. Ils se sont retrouvés par 2, par 3, par 5, parfois du même village ou de la même ville. Il n'y a pas ces grands cortèges comme les grands cortèges syndicaux. Problème de comptage. Comment vous allez compter des gens qui ne sont pas sur les Champs-Élysées mais qui vont se promener à côté? Donc ça part dans tous les sens. Donc déjà, il y a un problème aussi de canaliser une foule et donc de canaliser éventuellement un phénomène de violence. La violence, elle s'est exprimée de deux façons assez reconnaissables. D'abord, il y a une violence contre les forces de l'ordre. Parfois, certes, sans doute de la foule inorganisée, informelle, mais aussi organisée. Et au fur et à mesure que les semaines passent, on voit très bien, désormais, et ça a été dit par la presse, ça a été commenté par les politiques, ça a été commenté par beaucoup de gens, on voit surgir dans la manifestation, à l'intérieur, des mouvements qui ont l'habitude de la violence. En particulier, les Black Blocs, les mouvements Antifa, les mouvements extrémistes. On les a vus notamment le 1er mai, de façon très nette, lors de la manifestation du 1er mai, avec le saccage autour de la gare d'Austerlitz d'un groupe de gens anonymes, vêtus de noir, qui à l'évidence avaient court-circuité, comme on dit, le service d'ordre de la CGT, de la Confédération Générale du Travail, sur le pont d'Austerlitz, et devant même un service d'ordre, je parle de la police, complètement démunie, parce qu'ils s'y attendaient, apparemment ils ne s'y attendaient pas, avec un saccage invraisemblable.
Et devant des caméras de télévision en direct, je dirais même la France, à l'époque, on avait été choqués, ça fait de grands commentaires. On découvrait ce phénomène des Black Blocs, c'est-à-dire d'un mouvement protestataire violent. D'où vient ce mouvement? Il y a plusieurs origines, hein. Principalement d'Allemagne, le nom vient plutôt d'Allemagne. Il y a un héritage du hooliganisme également, que l'on a connu dans les années 80, notamment à partir des théâtres de football, et puis les mouvements extrémistes d'extrême gauche, peut-être d'extrême droite, qui recherchent la violence. On le voit maintenant de façon assez régulière dans beaucoup de manifestations en France. Mais là, c'est devenu de façon très nette et répétitive. Deuxième violence qui arrive ensuite, deuxième étape, le pillage. Le pillage de magasins. Ce n'est pas la même durée. Vous avez un premier temps de la manifestation, là les images ne sont pas, manifestation informelle, 11h, 14h, 14-15h, il commence à y avoir des mouvements. À partir de 15h, on voit les professionnels de la violence à l'œuvre, ça commence à lutter, voilà, de façon violente, virulente, hein, pas plus violente que virulente. Et puis, le troisième temps que l'on voit de façon très nette depuis de nombreuses années, fin de la manifestation, désordre, la nuit qui commence à tomber. Je vous rappelle que c'est un phénomène d'hiver. C'est un phénomène d'hiver, c'est pas un phénomène d'été. Donc il fait froid, on a envie de rentrer chez soi. Les gens viennent de province ou qui viennent d'une banlieue, il faut rentrer chez soi. Donc vous n'allez pas attendre jusqu'à 6h du soir, la fin de la manifestation. Vous rentrez chez vous à 4h, parce qu'il y a un train à prendre. Et là, à ce moment-là, vous avez des phénomènes de pillage de magasins, phénomène que l'on a constaté avec des phénomènes d'émeutes, parfois d'incendies de véhicules, etc. Donc s'agrègent, si vous voulez, différentes formes de violence qui appartiennent à la fois à un mouvement radical politique, un mouvement de protestation classique et un mouvement de pillage qui, lui, relève du banditisme. Et tout ça se mélange. Tout ça se mélange parce qu'il n'y a pas d'organisateur, parce qu'il n'y a pas de leader, parce qu'il n'y a pas de... C'est un phénomène totalement informel et que l'on retrouve dans sa revendication d'être, encore aujourd'hui, apolitique. Alors justement, la nature politique. Là, je suis en train de dépasser le temps, je vais me faire disputer. La nature politique du mouvement. Protestation informelle, il est certain, d'abord, c'est une constante du mouvement, jusqu'à encore aujourd'hui. On ne cherche pas une étiquette politique. Il y a un refus. Et évidemment, s'il y a un refus du politique, je renvoie cela à l'érosion du politique. C'est la contrepartie, c'est les vases communicants. Quand vous avez une majorité de Français qui ne se sentent plus concernés par les partis traditionnels, ben vous allez les retrouver dans le mouvement informel. Voilà. L'érosion, les sédiments de l'érosion constatés par René Raymond, par Pascal Perrineau, où est-ce qu'ils sont ces sédiments? Eh bien, nous les retrouvons dans cette protestation. Assurément. Donc il y a ce refus, n'est-ce pas, du politique, refus de liste aux européennes, puisque prochaine échéance électorale, mai, élection européenne. Non, pas de liste. Tentative de liste tout de suite. Refus du leader, refus du chef. Dès que quelqu'un se proclame chef, tout de suite, se fait abreuver d'injures. Donc on se retire. Plein d'exemples. Donc c'est un mouvement qui se veut apolitique. Évidemment, il est politique par sa manifestation, par ses propres mêmes revendications, quelle que soit la formulation de ces revendications. C'est un mouvement qui est éminemment politique. Y a-t-il, question qui peut être posée, qui est légitime, y a-t-il une convergence avec d'autres partis? Là, il faut regarder les textes des partis politiques et les déclarations des partis politiques connus. Oui, effectivement, dès le début, Marine Le Pen, Rassemblement National, M. Dupont-Aignan, Debout la République, se sont déclarés favorables aux Gilets jaunes, assez vite, ce qui accrédite l'idée du populisme. Laurent Wauquiez, pour les Républicains, à un moment donné, a eu aussi des mots favorables, puis s'est retiré. Dans un deuxième temps, est arrivée la gauche. Pas le Parti socialiste qui est atomisé, mais la France insoumise. M. Jean-Pierre Mélenchon et un certain nombre d'autres membres de ce mouvement, assez composite du reste. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce dernier parti, France insoumise, qui va tenter d'être le plus présent dans le mouvement des Gilets jaunes. Plus présent, cela veut dire quoi? Ça veut dire défiler les Gilets jaunes,
appeler à manifester, ce que ne fait pas le Rassemblement national, sauf à titre individuel, mais pas le mouvement, alors que la France insoumise, officiellement, va demander, va analyser favorablement les Gilets jaunes, des commentaires favorables sur les plateaux de télévision, à l'Assemblée nationale. Un député de la France insoumise arrive à l'Assemblée nationale avec un gilet jaune. Donc il y a, je dirais, une sorte de... Voilà, la France insoumise souhaite entrer à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes, souhaite apporter son soutien, ce n'est pas tout à fait invraisemblable. Et d'ailleurs, les revendications, les fameux mots revendications des Gilets jaunes, que l'on voit progressivement évoluer, ressemblent de plus en plus aux revendications de la France insoumise. Deux termes, rappelez-vous la justice fiscale. La justice fiscale devient suppression de l'impôt sur la fortune, ISF. Et là, ce n'est plus du registre spontané, c'est du registre d'un programme politique de la France insoumise. Ça arrive très vite en 3e, 4e semaine. Le mot référendum dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, tout d'un coup va devenir le RIC. Référendum d'initiative citoyenne. Alors que dans le programme de Marine Le Pen, il était référendum d'initiative populaire. Le terme générique RIC, référendum d'initiative citoyenne, c'est le registre des programmes politiques de la France insoumise. Donc on voit bien, par les présences, par les commentaires physiques, analyse politique, soutien politique, introduction du vocabulaire politique, on voit bien que la France insoumise tient à trouver une place à l'intérieur des Gilets jaunes. Qu'en est-il 2 mois et demi après? Là, on a de très beaux sondages qui sont sortis, IFOP. La greffe politique ne prend pas. La greffe politique ne prend pas. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes ne profite à aucun parti. Pire, la France insoumise a baissé dans les sondages. Elle est passée de 10 à 8%, alors qu'elle est très engagée. Alors que le mouvement des Gilets jaunes, sauf depuis 10 jours, alors que le mouvement des Gilets jaunes, maintenant on a de très beaux sondages, la majorité des Français soutient le mouvement des Gilets jaunes du début jusqu'à, début février. Et depuis seulement 15 jours, il y a une légère aversion, c'est-à-dire que légèrement le sondage montre qu'il y a... Alors c'est compliqué parce que ça dépend de la question posée, mais voilà, on est pour l'arrêt des manifestations, ce qui n'est pas la même chose. On est pour l'arrêt des manifestations. Mais c'est intéressant de voir qu'un mouvement soutenu, approuvé par la majorité des Français, ne profite à aucun parti qui les soutient. Donc on est bien dans un phénomène politique extraordinaire, exceptionnel, inédit. Comment tout ça va-t-il se transformer? Alors du coup, on est tenté d'aller voir ailleurs. Je vais terminer là-dessus, sur l'international. Est-ce qu'il y a d'autres mouvements qui ressemblent à ça ailleurs? L'historien, c'est le temps, mais c'est aussi l'espace. Alors du coup, on doit se faire comparatiste. On va aller voir dans d'autres pays. Oui, il y a d'autres mouvements, bien sûr. Parce que la France n'est pas exemplaire, exceptionnelle par rapport à cette érosion du politique, par rapport à des questions qui sont posées aujourd'hui face à l'évolution du monde. Pediga, en Espagne, qui s'est transformé en parti politique. Podemos, en Grèce, qui s'est transformé en parti politique. Et puis surtout, en Italie, avec un mouvement qui s'appelle les 5 étoiles. Je ne sais pas le dire en italien. Merci. Ce mouvement 5 étoiles, dont le leader, vice-président du Conseil italien, rencontre des Gilets jaunes. Crise diplomatique entre la France et l'Italie. Alors, je ne connais pas le mouvement 5 étoiles, je ne saurais pas l'analyser dans le système politique italien, mais on voit bien qu'il y a là quelque chose. J'irai chercher des choses. Les Gilets jaunes, vous en trouvez en Belgique, vous en trouvez en Allemagne. Bon, mais il est certain que dans l'espace purement français, dans l'espace-temps purement français, l'espace politique français, nous avons là un phénomène qui, moi, me semble-t-il, est extrêmement original. Ça ne veut pas dire que ce mouvement aura une postérité considérable, va modifier complètement le métabolisme politique. Je vais m'arrêter là, parce que je voudrais quand même un peu qu'on ne pas discuter. Je ne suis pas certain que ce mouvement ait une postérité politique, se transformer en parti politique, etc. C'est pas ça. Et par contre, ce
que je sais, et ça c'est un peu l'histoire qui m'enseigne, c'est que la page n'est plus vierge. Après un mouvement comme celui-là, il y aura des conséquences. Je ne sais pas lesquelles. Je ne vis pas dans l'avenir, ou dans le bar de café, ou dans les cartes, je ne sais pas. Mais un tel phénomène qui a touché autant de gens, qui a réussi à accueillir la majorité de l'assentiment des Français, la majorité française pour les Gilets jaunes, qui a duré qui aura duré peut-être au total 3 mois, qui a touché toute la France, géographiquement, j'entends, qui a touché surtout des gens qui n'ont jamais manifesté de leur vie. Donc là, créé aussi une culture politique. Je pense à un autre mouvement, là aussi c'est intéressant, il y a d'autres mouvements analogues dans ces dernières années où ces mouvements, on a mis dans la rue des gens qui n'avaient jamais manifesté de leur vie, ça crée un tel espace politique, ça crée des comportements politiques. Donc, il est certain qu'un tel mouvement aura une postérité. Peut-être pas sous la forme d'un parti politique, peut-être pas sous une forme institutionnelle, mais il est certain qu'il aura une postérité, soit plus radicale, soit au contraire, va modifier peut-être aussi les grands équilibres moyens. Donc, un équilibre précaire, grand ou précaire, équilibre politique actuel. Je ne suis pas certain que les prochaines élections, sauf chamboule tout, change grand-chose, mais il est certain que le mois de mai 2019 n'est certainement pas, en tous les cas, la fin de l'histoire des Gilets jaunes. Je vous remercie parce que maintenant j'aimerais bien vous entendre. Merci beaucoup. Question. Avec le président Macron, maintenant cette évolution vers l'antisémitisme épouvantable aussi. Vraiment, il y a quelque chose. D'un côté, il y a ce malaise que vous avez évoqué, et que les analystes évoquent lorsqu'ils parlent des Gilets jaunes, ces problèmes de la France profonde qui étaient pratiquement cachés, invisibles. Mais il y a ce côté de la violence épouvantable. Comment vous voyez les choses? Si j'ai bien compris, vous voulez dire qu'il y a les extrémistes qui ont fait des pillages, des choses horribles, qui ont détruit les monuments historiques, qui ont... Pas détruit. Bon, dégradé. Si j'ai bien compris, c'est pas le mouvement qui évolue vers la violence. C'est pas dans les profondeurs du mouvement que la violence est née. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Non. Et ma deuxième question, le débat. Est-ce que ça peut donner vraiment le grand débat? Alors, sur la violence, oui, deux choses. Un, je me suis concentré justement surtout sur les premiers temps du mouvement des Gilets jaunes. Je trouve à la limite le plus intéressant. Il est certain que sur les dernières semaines, d'abord, là j'avoue, je n'ai pas vraiment eu le temps de regarder tout dans le détail ce qui s'est passé sur les 3 dernières semaines, notamment le dernier épisode antisémite à l'égard d'Ala Finkielkraut sur le boulevard, je crois que c'était le boulevard Montparnasse, je crois. Honnêtement, je ne peux pas dire grand-chose, parce que ça supposerait... moi, j'ai quand même le sentiment que le mouvement protestataire, en tant que... le mouvement des manifestations, quand même, est en train de se réduire. Je sais bien qu'il y a une petite remontée, se réduire, mais ne correspond plus du tout à ce que l'on voit apparaître, au moins jusqu'au début janvier. Si la question, c'est de dire, est-ce que le mouvement violent est à l'origine
du mouvement des Gilets jaunes, ben, je vais être très radical socialiste, je vais dire oui et non. Oui, parce que tout mouvement de protestation, de toute façon, génère de la violence. À partir du moment où vous protestez, quelque chose quand même qui est toujours violent. Soit de la violence subie, soit de la violence exprimée. Et qui peut se transformer, le cas échéant, surtout dans une... On pourrait aussi parler des manifestations qui sont autorisées, des manifestations qui ne sont pas autorisées. Les manifestations du Gilets jaunes ne sont pas autorisées, ce qui a provoqué une réplique de la police particulièrement violente. 2000 blessés, c'est inouï. Je veux dire, la violence, elle est exceptionnelle très vite. Elle est exceptionnelle très vite. Le nombre de blessés, notamment graves, je ne sais pas à quand il faut remonter pour retrouver ça. Je regarde Emmanuel, mais je ne vois pas, même 68, c'est pas ça. Je serais tenté vraiment de comparer avec mai 68. On a une violence qui est réelle, hein, mais qui existait aussi en mai 68. D'ailleurs, les images de mai 68 sont des images extrêmement violentes. Alors aujourd'hui, c'est encore la violence il y a 50 ans. On sait que d'une certaine façon, ça a bien fini, donc on la sous-estime peut-être. Hein. Mais je pense qu'il y a en mai 68 et dans les Gilets jaunes une exaltation de la violence. Hein. Moi, ce que. Et de toute façon, c'est toujours un peu malsain la violence. La première fois où j'ai vu mes élèves concernés par ça, des élèves de lycée concernés par ça, c'est quand ils ont vu. À Paris, c'est loin pour eux, c'est 3 quarts d'heure au moins. Mais c'est quand ils ont vu des vidéoclips hein, avec des images de violence et si possible de la musique derrière. Alors ça les amusait beaucoup. Et donc il y a un peu cette violence qu'on retrouve ensuite, c'est une violence qui est exaltée mais en même temps qui est retenue. Il y a peu de morts. Voilà, les morts sont accidentelles. Hein. On prend des risques, on va jusqu'au point 2, mais on s'arrête au dernier moment. Et même 68, c'est un peu comme ça. Il y a eu quelques morts en fait. Oui, ça c'est les Gilets jaunes. Les 68 aussi. Alors on dit qu'il y a eu 0 mort, et même 68, il y en a eu quelques-uns comme ça, mais c'est voilà, vraiment une violence qui est à la fois exaltée et retenue. Alors ça peut. Je pense que ça choque moins les Français de voir Emmanuel Macron décapité, ça fait partie un petit peu de la tradition historique. Non, mais voilà. C'est une farce aussi, c'est un carnaval les Gilets jaunes. Ça aussi. Pour les Français sont moins choqués par ces images, me semble-t-il. Comme moi je n'étais pas en France, je laisse Emmanuel parler. J'en suis revenu. Alors j'aimerais juste, pour la géographie, faire une remarque en disant qu'il y a même un grand rond-point à Paris, c'est l'Arc de Triomphe. Enfin, c'est vrai. C'est un peu une espèce de paradoxe. C'est le rond-point des Champs-Élysées. Enfin, le rond-point des Champs-Élysées et la place de l'Étoile. De coïncidence. C'est vrai. Ils se sont retrouvés, je ne sais pas, il y avait 2 tournées. Il y a une situation, c'est qu'à Paris, à part le samedi, et encore dans certains quartiers, on ne voit pas un seul gilet jaune. Et on voit que quand on sort de Paris, on commence à voir des gilets jaunes qui apparaissent à l'avant des voitures. En fait, c'est un signe de ralliement. Mais le premier barrage du gilet jaune, géographiquement, c'est imparable. C'est la sortie de l'agglomération parisienne. C'était à côté de. Comme je disais, c'était vraiment le rond-point d'accès à la Francilienne, qui est le 3e périphérique de Paris. Et ça y est, au-delà du 3e périphérique, la campagne commence et vous avez le premier barrage du gilet jaune. Avant, il y en a. Ça, c'est intéressant. Et selon les sondages, 21% des Français n'excluent pas de violence pour obtenir les résultats de leur revendication. Mais parmi la jeunesse française, aujourd'hui. Là, moi, je me référerais aux années 70, où dans les années 70, la violence, c'était en politique et normal. Je rappelle qu'on a connu, alors moins en France que dans d'autres pays, mais quand même, on a connu des mouvements politiques qui faisaient l'apologie de la violence et qui passaient, comme on dirait, à l'acte. Puis je rappelais quand même les aventures des maoïstes, dont certains sont devenus directeurs de grands journaux, de médias, etc. Mais il y a eu des morts, il y a eu des enlèvements, il y a eu des exécutions. Bien sûr, la France n'a pas connu les années de plomb comme l'Italie, comme l'Allemagne, ou l'Espagne, etc. Mais dans les années 70, et les manifestations sont très dures. Les manifestations, c'est quand même la manifestation avec ce qu'on appelle le manche de pioche. Donc, je veux dire, on l'a oublié, ça. Mais les manifestations, et je ne parle pas, alors là, pour le coup, si je devais revenir aux années 50, enfin, les grandes
grande grève de 47-48, la grande grève de 53, mais vous ne pouvez pas imaginer, là, les appels au meurtre existent. Et je passe rapidement sur l'épisode algérien, parce que l'épisode algérien, il y a plusieurs choses. Il y a la guerre d'indépendance, mais il y a aussi une simili-guerre civile, avec des morts, la rue d'Isly, Charonne, etc. Bon, évidemment, ce n'est pas de même nature. Et si je reviens au moment de protestation des grandes grèves, les années d'après-guerre, je ne parle même pas de ceux d'avant, hein, les années d'après-guerre jusqu'aux années 70, c'est fondamentalement, c'est le mi-temps des années 70 où la violence, je dirais, commence à se retirer de l'espace politique. Mais pas avant. Pas avant. Le reste, honnêtement, on est un peu dans l'image romantique de 68-70. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Qui étudie un peu des affaires, l'affaire Brûleur-Martois, les appels au meurtre, ça existe. On veut tuer le bourgeois, et quand on veut le tuer, il y a un moment donné, on n'est pas très loin d'attraper le type et de lui trancher la gorge. S'il avait pu le faire, il l'aurait fait. Donc, voilà, c'est... Après, la violence n'a pas disparu. Mais elle est plus épisodique et, sans doute, sociologiquement, est différente. Il y a eu des moments de manifestation, notamment manifestations étudiantes dans les années 80, qui ont été très violentes, avec l'affaire, notamment l'époque de Vaquet. Et puis, quand même, a-t-on oublié les émeutes de 2005 qui ont fait trembler la France? Il y a les images de 2005, moi j'en me souviens. C'était quand même quelque chose. Les banlieues à feu, et pas à 100. Il y a eu des morts hein, en 2005. Il y a eu des morts. Alors, est-ce que c'est politique, etc. Là, je crois qu'on peut en débattre parce que c'est un sujet. Mais moi, je considère qu'on est quand même, à partir du moment où on est dans l'espace public, une forme de violence est politique. Je suis assez traditionnaliste en matière d'index politique. Mais voilà, je veux dire que la violence, ne croyez pas qu'elle a disparu du champ politique français. Là, ce que l'on voit, pour quelqu'un qui a étudié les années 70, je peux vous assurer, je n'oserais pas dire comme mon petit camarade que c'est du carnaval, mais si, quelque part, parce que le carnaval participe aussi de la violence. Le carnaval est né dans la violence. Enfin, là, je ferai appel aux travaux de carnaval de roman de notre maître, le roi Ladurie. Je pensais à un secteur dans lequel il y a eu toujours des manifestations assez violentes, c'est le secteur agricole. Oui, agricole. Et vraiment, dans le monde rural, il est resté des manifestations beaucoup plus violentes qu'ailleurs, alors même qu'elles s'apaisaient en milieu urbain étudiant. Et les Gilets jaunes, ils viennent en partie de ce milieu-là aussi. Si je dois ajouter un élément, il y a un mouvement qui est quand même extrêmement radical, que l'on voit à l'œuvre, alors là j'ai des témoignages directs, ce qu'on appelle le mouvement zadiste. Vous avez entendu parler, c'est-à-dire ce sont des groupes, ces zones à défendre, ce sont des groupes qui s'installent dans des endroits et qui sont dans une logique de lutte, et lutte, voilà, on ne laisse pas passer, Nantes en particulier, dans une forme de radicalité particulièrement pesante. Et, parce on connaît les responsables zadistes, il y a des leaders, on les retrouve chez les Gilets jaunes. Et notamment, un des responsables, et là la télé n'en a pas parlé, un des responsables de la ZAD de Nantes, on le retrouve à Dijon. Et à Dijon, contrairement à d'autres endroits, bizarrement, on n'a pas parlé de la violence à Dijon, où il y a eu un mouvement particulièrement rude, sans doute à l'initiative de ces personnes qui sont venues de Nantes vers la Bourgogne. Donc, ne croyez pas que la violence avait disparu. Moi, j'ai tendance à dire que vous avez la France, c'est une histoire de guerre civile de basse intensité. Voilà. Mais ça n'a pas disparu. Et les Gilets jaunes sont effectivement une occasion, c'est une nébuleuse, quelque chose qui est en train de se former, où les éléments de violence qui viennent du mouvement social classique, de mouvements contestataires, extrémistes, de mouvements d'opposition, ce qu'appellent les politologues américains appellent les guerres fauves dans les banlieues, etc. Tout ça s'agrège, enfin, à un moment donné, se retrouve dans ce phénomène qui dure, encore une fois. C'est la durée. Si ça avait duré une semaine, on n'en parlerait peut-être même pas. Mais le problème, c'est que ça fait 2 mois et demi. Donc en 2 mois et demi, vous avez plein de possibilités. Bon, peut-être ça, justement, j'aimerais que ça s'arrête. Mais... J'ai une question. Vous utilisez le terme les radicaux, extrême gauche, extrême droite. Et qu'en pensez-vous? La courbe dans les violences, de quel extrémiste est plus grave? Radicaux de gauche ou radicaux de droite? Quand vous prenez un coup de poing dans la figure, là, justement,
Honnêtement, on ne se pose pas trop la question de savoir qui l'a tapé. Non, juste un mot sur le mot. Sur le mot, aujourd'hui, c'est vrai que les journalistes, et les politologues, c'est toujours un peu, mais les journalistes, ce sont des catégories faciles, hein, mais préfèrent employer maintenant le terme d'ultra-gauche et d'ultra-droite. Voilà. C'est le mot qui passe, parce que dans le spectre politique, sont revenus à la surface des mouvements qui étaient à gauche du Parti communiste, notamment les trotskistes, etc., et que par tradition, depuis les années 70, on parle du Front National devenu Rassemblement National comme un parti d'extrême droite. Donc du coup, si vous voulez, dans ce phénomène de rassemblement vers le centre, il y a de l'espace à l'extrême de l'extrême, et peut-être par facilité de langage, je ne sais pas, on parlera d'ultra-gauche et d'ultra-droite, en caractérisant des phénomènes de violence que l'on constate, mais qui ont aussi, là je crois les historiens de l'avenir travaillent dessus, ont leurs origines. Les Black Blocs, ils ne sont pas nés comme ça un beau jour devant un McDonald's. Hein. Ils ont aussi leurs origines. Bon, après, il y a des phénomènes sociologiques, etc., qui sont propres. Voilà. Il faut signaler aussi que tous les plans sociaux, quand il y a une usine, qui sont de plus en plus durs. Oui. Les incendies culturels, et dans la campagne présidentielle, l'incident entre Macron et Mme Le Pen qui se sont retrouvés sur le même chantier. En Picardie ou dans l'Artois, je sais. Amiens. La production des pneus. Voilà. Et ça devient de plus en plus dur. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de crescendo. Plus dur par rapport aux années fin des années 70, années 80, début 90, on a connu une pause. Oui. Je pense qu'on a connu une pause dans le domaine de la violence politique. Voilà. Mais je ne voudrais pas. Enfin, ça me semblerait réducteur de limiter la question des gilets jaunes seulement à la question de la violence. Il y a un phénomène politique. Sinon, on risque d'avoir de bonnes ou de mauvaises surprises si on considère la question gilets jaunes seulement comme. Il y a un apprentissage politique qui est en train de se faire. Entre lesquels, au moins 300 000 ou 400 000 personnes, enfin sur 300 000. Probablement que c'est une violence physique et aussi orale, parce que bien sûr. Dans la expression, c'est assez fort, ça émane d'une violence sociale. Aujourd'hui en France, avant ce mouvement, pourquoi ce mouvement est né, c'est aussi parce que les gens vivent dans des conditions très difficiles. Alors, on est quand même le 5e ou 6e puissance mondiale, 5e, je sais plus. Donc ça pose question quand même. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, et pourtant, on se retrouve dans cette violence sociale qui provoque aussi des mouvements. Et après, on prend d'autres prismes de violence, effectivement, mais il y a quand même une pauvreté en France qui est constatée. Il y a plus de personnes qui rentrent finalement des SDF aussi. Enfin, on ne va pas faire un tableau négatif du pays, mais néanmoins, ça existe. Donc, c'est cette violence sociale qui a aussi provoqué, qui a donné envie aux gens de sortir de chez eux et d'aller exprimer. Enfin, c'est très réel, hein. Soit les campagnes, les provinces, si vous n'avez pas de voiture, vous ne pouvez rien faire. Et après, c'est un choix de vie. Je ne sais pas dans la grande ville pour X raisons. Vous choisissez de vous en écarter un petit peu. Et effectivement, l'analyse de ce géographe est très intéressante parce que vous avez d'abord Paris, ensuite vous avez la périphérie qui fait une analyse, je crois, sociale du centre par rapport Le déplacement progressif. et puis après, vous avez le reste de la France. Vous avez la troisième partie qui sort de cette périphérie. Donc, ça, c'est très intéressant. Là-dessus, je crois qu'il faut effectivement, il y a un aspect que je n'ai pas eu le temps de développer, que je vais parler, et que c'est vrai, l'origine sociale. Et c'est vrai, il y a un élément très fort ici, qui est concentré sur l'événement politique, sur l'événement social, et là, ça sera tout le travail justement des politologues, des sociologues, des historiens à faire, sur le fait que quelle est cette population qui, à un moment donné, sort de chez elle. Alors, le lien avec la violence, là, je prends tout à fait en accord avec ce que Isabelle. Rappelez-vous, dans les protestations, le premier, c'est arrivé après tout de suite, après taxes et référendum. Il y a eu très vite ensuite, il y a eu la question des fins de mois. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a une sorte d'unanimité dans les protestations avec une énorme émotion, violence, vous voyez. Émotion, les gens pleuraient dans la télévision en disant j'ai 750 € par mois, comment je fais pour vivre? Telle question qui avait déjà été posée, et peut-être qu'il y a eu un phénomène d'exaspération, qui a été posée lors de cette tournée
qu'avait fait Emmanuel Macron à l'occasion du 11 novembre. Tiens donc, 15 jours avant, hein, vous vous souvenez, 15 jours avant, il avait été rencontré des gens notamment du Nord et de l'Est. Le front s'est quand même installé dans une situation, dans une zone, vous prenez la géographie de la ligne de front de 14-18, c'est vraiment la ligne de front de la misère. Pas de chance. C'est là qu'on a obligatoirement rencontré des personnes qui sont dans une situation catastrophique. Et ce qui était intéressant aussi, c'était le jeu générationnel. Moi, j'avoue, de toute façon, on est toujours dans le registre de l'émotion, quelqu'un qui dit, plutôt d'apparence jeune, je ne connais pas son âge, mais peut-être une trentaine d'années, et qui dit, il y a Madame Machin, elle a 70 ans, elle a touché une retraite misérable, comment voulez-vous qu'elle vive? C'est-à-dire qu'il y a même une solidarité interâge dans la protestation. Et là, ça devient intéressant. A été signalé, contrairement aux manifestations syndicales traditionnelles, qui sont souvent des manifestations masculines, très grande présence féminine également. C'est-à-dire que tout d'un coup, s'agrège vraiment de la protestation que l'on peut imaginer, qui n'est pas simplement l'écume du temps, qui vient aussi de conditions sociales extrêmement difficiles. Et ce que rappelait Emmanuel à propos de la géographie, c'est qu'effectivement, on touche là des franges périurbaines qui ont besoin de la voiture. Pour travailler, aujourd'hui, on ne travaille plus à côté de son usine, on n'est plus à Clermont-Ferrand, et on ne va pas travailler chez Michelin, à côté du lycée Michelin, et je caricature. On se retrouve, pour des raisons pour avoir des enfants et de vivre dans des conditions peu décentes, dans une maison éloignée des villes, 30, 40, 50 km, donc beaucoup moins cher, évidemment, parce qu'en plus, il n'y a pas tout l'environnement urbain nécessaire, etc. Mais si vous êtes éloigné, pour payer les traites de la maison, il faut être deux, donc un couple, appelé mutation de la famille aussi, question de transmission de l'héritage, tout un analyse spécialisationnel qui va chercher derrière. Il faut donc être deux à travailler, donc deux qui n'ont pas forcément le même lieu de travail. Votre ville ou votre village n'est pas desservi par les transports en commun, qui sont généralement limités dans les départements, parce que j'en sais, essentiellement au plus scolaire, donc pas au plus de travail qui existait autrefois. Les entreprises faisaient ça, ne le font plus. Conséquence, vous êtes obligé d'avoir deux voitures. Vous touchez donc, allez, salaire minimum, en gros, 1 200 € par mois, donc deux salaires, traite de la maison, etc. J'ai calculé combien, avec les 8%, je me suis amusé à calculer en fonction d'un plein, deux pleins, donc, combien ça coûte par an en plus. Est-ce que ça, il fallait le faire, à un moment donné, on se pose la question. Les gens n'étaient pas contents. Pourquoi ils n'étaient pas contents? 800 € sur une distance d'environ 40 km de véhicule, avec des trajets de 40 km aller-retour. Je me suis amusé, avec une petite calculette, un soir. 800 € par an. C'est quasiment un salaire qui disparaît. Donc, ce n'est pas neutre, cette augmentation. Ce n'est pas $1, non, 800 € par an. Voilà. C'est énorme. Donc voilà, donc, dans une situation extrêmement précaire, dans une géographie, aussi dans une recomposition du monde du travail, une recomposition du monde familial, etc., c'est certain qu'on est dans une situation de très très grande fragilité. Je dirais là, de ce point de vue-là, les Gilets jaunes sont sans doute, on va conclure, je n'ai pas de définitif là-dessus, sans doute aussi le symptôme d'une situation en France, peut-être aussi en Europe, qui devient très très préoccupante. On n'est pas, encore une fois, dans les années 60-70. C'est-à-dire de l'expansion de 80. Oui, mais j'en suis en disant que ce n'est pas forcément d'ailleurs les plus pauvres qui se définissent eux-mêmes en disant des petits moyens, en fait. C'est ceux qui ont peur de devenir plus pauvres, hein, et alors qui sont assez réunis aussi par des phénomènes de politique, parce que les loyers augmentent dans les grandes villes, on ne va pas parler de Paris, et il y a une politique urbaine qui est dirigée, qui laisse les riches habiter là où ils veulent, et ensuite de logement social, mais qui est dirigé justement vers les plus pauvres qui ne veulent pas acquérir leur logement, et donc et qui ignorent en fait en partie ces populations, on va dire moyennes, petites, qui si elles ne veulent pas être locataires dans le logement social, sont obligées d'aller très loin pour pouvoir donner propriétaire. On a pas dit qu'il y avait plus de effectivement, mais je crois que ça a justement concerné tout le monde. C'est un peu ça aussi la
c'est horriblement cher. Alors, la voiture électrique, c'est beaucoup plus cher. Même s'il y a des aides sur les voitures, donc c'est plus cher. C'est beaucoup plus cher et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus écologique. L'attitude du gouvernement et du président, la réaction. Alors, c'est vrai que je n'ai pas répondu à la question du débat. La réponse. Alors, là, est sorti récemment un livre d'entretien fait par des journalistes avec Emmanuel Macron. À l'évidence, ça, j'ai envie de dire, tout le monde était surpris, mais le gouvernement a été plus que surpris. Notamment la 3e manifestation avec proximité divisée. Donc là, je crois qu'il y a eu un phénomène de saisissement au sens sidération face à un mouvement que l'on ne comprend pas. Dans un premier temps, jacquerie, manifestation paysanne, au préfet de régler le problème. Et effectivement, les préfets vont prendre des mesures extrêmement draconiennes, notamment d'interdiction de manifester jusqu'à Noël. Bon. Et c'est la violence parisienne, plus sans doute que la violence dans d'autres régions, d'autres villes. Ce serait même intéressant de regarder la géographie de cette violence, parce qu'il y a une géographie. Si les gilets jaunes ont une géographie, la violence aussi a une géographie. Il est certain que là, il y a eu, je ne sais pas si on peut parler de panique, dans tous les cas, il y a eu une question d'interrogation sur la capacité du pouvoir à analyser la situation. Le phénomène que l'on a connu en mai 68, avec le fameux départ du général de Gaulle. Bon. Voilà, c'est normal. C'est certain que Emmanuel Macron passe à la télévision le soir, j'avais noté la date, peu importe, et on sent qu'il n'est absolument pas à l'aise. Quand on revoit ces images, on voit bien une voix assez blanche, n'est-ce pas? On sent qu'il y a une émotion très très forte, et à l'évidence, personne ne s'attendait à cela. Alors, la réponse, le grand débat, c'est la réponse. Il n'y avait pas 36 solutions. Il faut gagner du temps. Ça, c'est le principe même du pouvoir. Il faut gagner du temps face à une crise. On n'opère pas un malade à chaud. Ça, c'est pas la politique, c'est le corps médical. Mais c'est la même médecine. On n'opère pas un malade à chaud. Donc, comment gagner du temps? Il n'y a pas 36 possibilités. Soit vous jouez la carte de Gaulle. Je dissous l'Assemblée nationale. Avec quand même, en arrière-plan, quand même l'idée que le risque est faible. Non pas pour lui, puisqu'on sait comment on va la chose, mais disons pour la majorité et cette fameuse chambre Croix de Lorraine qui sort finalement des barricades de mai 68. Bon. Chirac a tenté la même chose, ça a été moins heureux. Rappelez-vous les grèves de la SNCF à l'époque d'Alain Juppé, hein, c'était pas simple non plus. Bon. Donc c'est la dissolution. Mais la dissolution dans un principe d'érosion et de jeu, quand même, de très grande volatilité du vote de 2017, je dirais, là, c'est vraiment faire du trapèze sans filet. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas ce qui peut sortir des urnes. Déjà qu'on ne s'attendait pas du tout à cette assemblée en 2017. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, on ne sait même pas du tout ce qui peut sortir des urnes, parce qu'on peut avoir des phénomènes d'abstention considérables qui changent complètement même la donne. Ce qui fait l'élection aujourd'hui, ce n'est plus l'adhésion, c'est l'abstention. Donc aujourd'hui, personne ne peut s'amuser à faire des prévisions. Regardez les sondages. Regardez aujourd'hui les sondages. L'extrême prudence, quand on annonce pour les élections européennes, tout de suite, ce qu'on ne faisait pas avant, c'est dire attention, probabilité d'abstention 40 à 50%. Donc, l'autre, alors là j'ai envie de dire, après, il n'y a pas de 36 autres solutions, il faut changer de gouvernement. Oui, De Gaulle l'a fait, Pompidou, comment c'était, Couve de Murville. Bon, c'est un peu la réponse classique. Pas simple, qui à la place? Les grands ténors de la politique se sont retirés. La nouveauté d'En Marche, la nouveauté du pouvoir qui arrive en place en 2017 est telle qu'il n'y a pas encore de leader. Les grands ténors sont partis, Hulot est parti, Collomb est parti, Bayrou, je crois qu'il y a quelques petits soucis avec la justice. Donc, voilà, les responsables politiques de premier plan, nationalement connus, reconnus, etc. Je rappelle, M. Philippe était quasiment inconnu, maire du Havre, certes. C'est une personne
ça va être difficile de refaire une deuxième fois le coup. Donc, qu'est-ce qu'il reste à cela? Il y a ce que demandent les protestataires, ce que demandent les corps intermédiaires qui ont été écartés. Parce que réunir les maires, c'est pas d'un seul coup, c'est aussi 2 ans de forte protestation des maires par le relais de leurs associations, les présidents de conseils généraux départementaux, par leurs associations, qui ont fait remonter en disant on n'est pas content de ce qui se passe. On n'est pas content de ce qui se passe. Donc, du coup, le grand débat, c'est une réponse à une question déjà posée. Encore une fois, ce n'est pas d'un débat que sort un projet politique, ni un programme politique. Je pense tout simplement qu'il s'agit effectivement de gagner du temps, de trouver quelques symptômes, et en même temps, on le voit bien par la législation, l'activité législative, aujourd'hui, les députés travaillent. C'est-à-dire qu'on continue quand même, l'activité législative se perpétue. Il y a des lois qui sont votées, des règlements adoptés, il y a des navettes Sénat, Assemblée nationale, ça ne se passe pas bien avec le Sénat, mais bon, en ce moment c'est un peu normal. Mais voilà, le grand débat est un des éléments pour sans doute gagner du temps. Et certains gilets jaunes sont dans une position de débat de façon très nette. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà eu une expérience comme celle-là, de sorte de d'états généraux, vous voyez, référence révolutionnaire, d'états généraux du royaume? Puis, je ne crois pas. Je ne crois pas. À Moscou, il y en a eu un, je crois, Elisabeth. Je n'ai pas pu y aller, malheureusement. C'est vraiment intéressant. À propos de Moscou, je comprends très bien que les Français se posent la question qui finalement a organisé tout ça. Ah. Est-ce que la presse française cherche déjà grâce russe? Le complot. Alors, ce qui est bien, c'est que oui, c'est facile. Oui, les gilets jaunes sont-ils les marionnettes du Kremlin? Ça rappelle tellement les affiches des années 20 que c'est formidable. Bon, il y a eu ça, il y a eu beaucoup de parle des États-Unis. Je pense que M. Trump a d'autres soucis que les gilets jaunes actuellement. Enfin, je crois que M. Poutine a d'autres préoccupations importantes que les gilets jaunes. Il y a un moment donné, il faut quand même arrêter le fantasme. Je veux dire, c'est quand même un mouvement que personne n'a vu venir, même si aujourd'hui nous sommes capables de dire « Ah, c'était peut-être prévisible », etc. Mais dans ses formes, à un moment donné, dans la masse de mobilisation, dans tout le métabolisme général de ce mouvement, il est évident que ce n'est pas une puissance étrangère ou 3 tweets qui lance un phénomène comme celui-là. Pas sur la durée, ça n'a pas de sens. Et quand bien même y aurait-il eu des tweets et autres, la question même du financement ne se pose pas, ce qui ne se passait pas avec le Parti communiste. Ça avait été financé principalement d'ici. Banque Commerce pour l'Europe du Nord, 6 boulevard Haussmann. Bon, c'est clair. Et je suis désolé, il n'y a pas encore de banque de gilets jaunes. Donc, non, là-dessus, est-ce qu'il y a des journalistes qui enquêtent et autres? Écoutez, moi, si je veux gagner un peu de sous, j'essaie de faire un livre sur les gilets jaunes qui étaient financés par Moscou. Si vous trouvez 2-3 témoignages, là, voilà, je vais faire plein d'ennemis, ça va encore compléter. Je voudrais dire que, je ne sais pas quelle phrase vient de dire, mais... L'Italie, par exemple, parce que l'Italie nous finance. Mais ça se voit que les casseurs les plus violents sont très bien organisés, sont très bien équipés. Oui, ça c'est... Ils pillent très bien la police. Ce sont des gens instruits comme Oui, pour... bien sûr. Mais les Black Blocs, tels qu'on les connaît déjà en Allemagne et autres, ce sont des mouvements qui sont paramilitaires. Ils ont un équipement, ils ont des entraînements, ils ont des camps d'entraînement. Je veux dire, il y a le bon petit manuel du manifestant qui existait en 68 aussi, hein, rassurez-vous. Les petits camarades de Cohn-Bendit n'étaient pas non plus totalement des innocents en matière de préparation de manifestation, à savoir mettre un manche de pioche, je ne sais pas quoi. Donc, Ce ne sont pas les gilets jaunes. non, mais là, vous avez des groupes que l'on connaît, qui sont identifiés, et qui, encore une fois, ont un entraînement paramilitaire. Absolument, ça c'est tout à fait évident. C'est tout à fait évident. Comme disait Chalençon, j'ai des amis paramilitaires qui vont aller jusqu'au bout avec moi. Oui, moi, si je faisais un coup d'État, je ne dirais pas tout de suite.
C'est là qu'on sent un peu l'amateurisme. Le gilet jaune. Honnêtement, si je prépare un peu d'état, honnêtement, je ne sais pas comment c'est à la télévision. À l'interview TV, il a dit j'ai les marques immédiates qui vont aller avec moi. C'est là qu'on voit que l'on n'a pas affaire à des leaders, des chefs politiques, on a affaire à des orateurs. Des orateurs, au sens, y compris avec les éléments de démagogie qui sont favorables. Voilà. Ça, c'est classique. D'ailleurs, dès qu'il y en a un qui passe un peu dessus, tout de suite, les autres qui passent dessus. Mais c'est une menace. Une menace. Encore une fois, comme je ne sais pas la suite, je ne peux pas vous dire. Mais honnêtement, je crois pas. Et puis, il y a gens qui coup d'État et après. Le coup d'État permanent. Le coup d'État permanent. François Mitterrand au cœur. Tout a une fin, malheureusement. Et même les gilets jaunes. Merci beaucoup, Pascal. Non, merci à vous.